Lundi 6 mars 2023, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à votre magazine Semel chez vous, une émission interactive qui vous donne justement la possibilité de nous envoyer des SMS en direct, des messages qui seront bien sûr lus. Alors le numéro est affiché au bas de vos écrans. Alors vous le savez, c'est à Kinshasa, le 4 mars précisément, que le président français Emmanuel Macron a bouclé sa tournée africaine. Alors ici en RDC, il a ainsi pris part à une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi, où il s'est exprimé sur l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. À cet effet, plusieurs questions ont été soulevées au cours de cette conférence de presse, notamment le retrait de groupes rebelles de zones occupées, aussi la prise de sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, et la question sur le paternalisme dont est victime les pays africains. Alors, vous le savez, la question se pose: qu'est-ce que la RDC va gagner sur le plan diplomatique de la visite du président français Emmanuel Macron? Aussi, qu'est-ce que nous pouvons retenir de son séjour et de son échange avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour en faire? Alors, nous avons reçu pour vous sur ces plateaux de Semel chez vous, maître Arlette Odia. Elle est présidente du CEDUC, un parti affilié au PPRD, mais elle est également cadre au sein du PPRD de Joseph Kabila Kabange. Maître Arlette, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, merci de votre invitation. Merci beaucoup. Alors, Semel chez vous est ainsi co-présenté avec Nathan Kianda. Nathan, bonjour et bienvenue à toi également. Bonjour Tania, bonjour Madame Arlette Odia. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne fête de mois de la femme, parce que je suis en face de deux femmes. Des commémorations de droits des femmes, il faut le préciser. Bon, il est question de droit. Alors, merci beaucoup. Vous les dites avec insistance, c'est pas mauvais. Merci. Très bien. Alors, on entre dans le vif du sujet, mais avant, maître Arlette, parce que vous êtes cadre au sein du parti PPRD, nous aimerions savoir votre position aujourd'hui, alors que vous ne voulez pas vous enrôler, mais vous comptez quand même aller aux élections. Comment ça va se passer? Ça va se passer que, puisque ce sont des droits que nous réclamons, Madame, vous savez que les droits, ça se réclame. Quand vous ne les réclamez pas, ceux qui doivent le respecter vont tout simplement les piétiner. Et en tant que opposition, je veux dire la première force de l'opposition politique dans notre pays, on ne peut pas accompagner un processus électoral alors que les membres de notre famille politique ne sont pas délégués à la centrale électorale, à la CENI. Il est tout à fait légitime pour nous d'exiger la représentation de l'opposition politique au sein de cette CENI, faute de quoi il n'y a pas tenue des bonnes élections. Et tout se dessine et tout le monde peut comprendre que la volonté du président Tshisekedi de ne pas vouloir la présence des délégués de l'opposition au sein de cette CENI était qu'il ne voulait pas de la tenue des élections. Vous l'avez suivi dans ses différentes sorties médiatiques où il dit carrément qu'il trouve qu'il y a beaucoup de raisons, notamment l'insécurité à l'est du pays, qui ne va pas permettre la tenue des élections à date. Nous savons que c'est un alibi. Les guerres cycliques, ça existe en RDC depuis 1994. Ce n'est un secret pour personne, mais ça n'a jamais empêché la tenue des élections dans ce pays. Et aujourd'hui, que ce soit une raison pour ne pas tenir les élections à date, c'est tout simplement un alibi, comme je vous l'ai dit. Ils ne sont pas capables d'organiser des élections. Ils ne sauront pas les organiser à la date prévue par la Constitution. Eh bien, vous savez que notre position est claire. Soit ce sera l'article 5 de la Constitution qui sera appliqué, ça veut dire aller à des bonnes élections. Cela va passer par la reconfiguration de la CENI, la restructuration, je voulais dire, et faute de quoi nous allons appliquer l'article 64.
Alors, est-ce que vous estimez que vous vouliez aller aux élections sans la participation de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont jusqu'à ce jour agressés? Non, cela n'est pas envisageable parce que nous tenons à ce que tous les Congolais participent à ces processus. Il est quand même regrettable qu'à ce jour, une frange de la population congolaise se sente en danger au point de ne pas participer à ce processus. Pourtant, tout n'est que la résultante des mauvais choix politiques opérés par les dirigeants. Quand l'alternance a eu lieu en 2018, vous savez que la RDC, on va dire, en dépit de la présence de quelques groupes rebelles, la RDC était calme, elle était, on va dire, unie. Il n'y avait pas d'occupation des agresseurs. Et si, entre-temps, il y a cette occupation, c'est justement à cause des mauvais choix politiques de M. Félix Tshisekedi. Il suffit pour lui de renoncer à tous ces accords qu'il a fait avec les agresseurs de notre pays. Eh bien, il y aura la paix. Il y aura la paix. Nous vous avons dit qu'il est la cause de l'envahissement que nous vivons à ce jour. Mais maître, les agressions n'ont pas commencé avec M. Félix Tshisekedi. Mais pendant que lui prenait le pouvoir, nous n'étions pas occupés. Ça, c'est une évidence. L'occupation des Bunagana et des autres localités, c'est sous son régime. C'est sous son régime. Et actuellement, son régime est en train d'engraisser nos agresseurs. Vous vous souvenez de son discours où il a dit que au moment que la RDC a intégré l'organisation sous-régionale de l'EAC, il avait facilité des contacts, des partenariats économiques aux pays agresseurs. Donc, en ce moment, pendant que les Congolais sont en train de souffrir, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda qui profitent des accords commerciaux signés avec leur pays. Vous voyez, et il suffit que ces accords soient résiliés. Naturellement, ceux qui nous agressent n'auront pas suffisamment de moyens pour nous agresser. Et par la voie de conséquence, il y aura la paix à l'est du pays qui permettra la tenue des élections avec l'ensemble du peuple congolais. Alors, Maître Arlette, je vais aller un peu vite en besogne avec cette question. On parle de retrait de groupes rebelles à partir du 7 mars, donc demain. En étant optimiste, pensons à ce que le groupe rebelle se retire effectivement de zones occupées et que le pays sera alors en même d'organiser des élections. Que va faire le PPRD à ce stade? Mais le PPRD continue à demander à Félix Tshisekedi de rompre ses accords et ses partenariats avec nos agresseurs. Je vous ai dit ici que un agresseur qui a suffisamment de moyens pour continuer à combattre, il le fera. Et en ce moment, grâce à notre intégration au sein de la communauté de l'Est-Afrique, ils ont suffisamment de moyens pour nous combattre. Pensez-vous que si nous ne sommes pas dans cette organisation, que le Rwanda aura toujours suffisamment de moyens pour nous combattre? Je ne pense pas. La communauté internationale, voilà, les partenaires ou ceux-là qui soutiennent le Rwanda, ils profitent eux aussi de cette insécurité pour les richesses de la RDC. À partir du moment où ils seront placés dans les conditions de ne pas profiter de ces richesses, croyez-moi qu'ils n'auront pas suffisamment de moyens pour nous combattre. Oui, ma question c'était pour savoir que va faire le PPRD sur la question des élections, d'autant plus que vous n'êtes pas enrôlé jusqu'à ce jour et que vous parlez de cette mauvaise foi du président de vouloir organiser les élections. Vous savez que quand on parle de processus électoral, c'est justement un processus et il a plusieurs étapes. Pourquoi ne pas respecter chacune des étapes? Et l'étape de ce moment, c'est une CENI
qui soit représentative en vue des élections inclusives. Vous savez que le pape François en a parlé. Nous sommes un pays qui a choisi la démocratie comme système de gouvernance. Et quand on parle de démocratie, ça veut dire qu'on a en face de la majorité une opposition. Il faudrait que quand on va aux élections, que l'opposition soit également dans les processus, qu'il soit dans les processus. Et l'étape à laquelle nous sommes en ce moment, c'est que nous exigeons la présence de nos délégués au sein de la CENI. Ensemble, nous allons voir comment mutualiser nos forces entre Congolais en vue de mettre l'Est de notre pays hors danger et de favoriser aux Congolais qui habitent cette zone de la République de participer aussi au processus électoral. Madame Arlette Odette, deux petites questions rapidement sur la question des élections. Parce que l'urgence s'impose, le 20, ce sont les élections. L'urgence s'impose, tout le monde a besoin que ces élections se tiennent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option pour le Congolais de pouvoir écarter l'Est de la République démocratique du Congo pour enfin aller aux élections? Parce que vous, le politique, vous en avez surtout besoin. Je l'ai dit parce que j'aimerais emprunter vos termes en droit, parce que vous évoquez plus le cas jurisprudentiel. Je vais prendre en 2018, il y a eu Béni qui n'a pas voté. Mais quand même, nous sommes allés aux élections et le président Félix Tshisekedi était élu. Et il y a eu également des députés qui étaient également élus. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise option aujourd'hui d'écarter l'Est pour qu'on y aille quand même aux élections, parce qu'il y a un cadre jurisprudentiel? Je voudrais d'abord vous faire voir que l'urgence n'est pas seulement la tenue des élections. L'urgence, c'est aussi le respect des principes qui doivent nous amener à des bonnes élections. C'est ce que nous exigeons à ce stade. Très bien. Et comme vous évoquez les cas jurisprudentiels, veuillez vous souvenir que aller aux élections de 2018 sans Béni, ça avait été une option politique levée par l'ensemble de la classe politique. Également, cette fois-ci, ça pourrait être une option pareille, levée par l'ensemble de la classe politique. À partir du moment où nous ne sommes pas encore dans le processus, vous savez que le processus s'était interrompu. Il commence à partir de l'élaboration de la loi qui organise la CENI. Là, le travail a été fait ensemble au niveau de l'Assemblée nationale. Il y avait une commission paritaire, même si le concept paritaire, il est aussi discutable, parce qu'à l'époque, il y avait 6 membres de l'opposition contre 10, alors qu'on devait être 10 de toutes parts. Très bien. Mais bon, il y a eu cette commission paritaire. La loi qui devrait organiser la CENI a été élaborée. À partir de ce moment, nous étions tous dans le processus. Mais lors de la mise en place des animateurs de la CENI, ils nous ont écartés du processus. Ils vous ont écartés. Nous devrons d'abord être dans... Si ce ne sont pas de vos membres du PPRD. Aujourd'hui, ces débats ne se posent pas parce que vous savez, comme tout le monde, qu'ils n'ont pas été délégués par l'opposition politique. L'article 12 de la loi qui organise la CENI dit que les procès-verbaux sont transmis par les parties prenantes. Et les parties prenantes, comme le dit l'article 10, c'est la majorité, c'est l'opposition, c'est la société civile. Et dans notre pays, le FCC de Joseph Kabila représente la première force de l'opposition. Il fallait alors que ce soit nous qui déléguons l'opposition, les gens de l'opposition au sein de la CENI, mais cela n'est pas le cas. Et nous sommes en droit de l'exiger. Nous l'exigerons jusqu'au bout. Une dernière question. Est-ce qu'au regard du souvenir que les Congolais ont pour le PPRD, souvenir bon ou mauvais, c'est peut-être par là que vous avez peur d'aligner le candidat, ou vous vous sentez incapable d'aligner un candidat qui pourrait faire face justement au président Félix Antoine Tshisekedi, ou également à d'autres candidats, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi? Est-ce que vous avez peur parce que vous n'avez pas un candidat favorable? Monsieur Nathan, il faudrait retenir qu'en politique, on dit à chaque débat son heure, sa tribune, peut-être aussi sa polémique. Nous ne sommes pas encore au moment d'aligner des candidats. À quoi servirait d'aligner des candidats pour de parler des candidats dans un processus où nous ne sommes pas encore?
Ça ne sert à rien, mais au moins, je l'ai évoqué parce que... Je comprends en tant que journaliste, vous voulez toujours anticiper les événements. D'une autre part, il y a certains candidats qui se prononcent déjà. Moïse Katumbi s'est prononcé, Martin Fayulu également, Matata Mponyo également se prononcé candidat. C'est pourquoi je me pose la question de savoir, est-ce que le PPRD n'a pas un candidat qui pourrait faire face à d'autres? Et c'est pourquoi vous êtes un tout petit peu réticent vis-à-vis de l'organisation des élections. Je comprends votre préoccupation, mais en même temps, je vous réponds en vous disant que nous avons une constitution et des lois de la République qui nous interdisent de faire des pré-campagnes. Au moment de présenter le candidat, nous le présenterons. Moi, je pense que pour le moment, l'heure n'est pas encore arrivée pour cela. Merci. L'heure qui est ici, en face de nous, c'est que nos délégués doivent être au sein de cette CENI afin que à chaque étape, nous puissions ensemble participer au débat et que pour l'intérêt de la nation, ce soit une option commune. Très bien. Alors, on entre dans le sujet du jour, messieurs, dames. Je rappelle que CML chez vous est une émission interactive. Donc, du coup, vous pouvez nous envoyer vos messages au numéro qui est déjà affiché au bas de vos écrans. Ils seront bien évidemment lus sur ces plateaux. Alors, Maître Arlette, vous avez assisté à la venue du président déjà à sa tournée en Afrique, le 4 pays retenus, et il a bouclé ici en République démocratique du Congo. Alors, sur le plan sécuritaire, quelle est votre lecture sur la visite du président français, lui qui est également membre du Conseil de sécurité des Nations Unies? Votre lecture? Madame Tania, notre lecture, elle est simple. Nous avons été face à un Emmanuel Macron qui ne défend pas les intérêts des Français, Félix Tshilombo qui ne défend pas non plus les intérêts des Congolais. Les problèmes de notre pays en ce moment, c'est la sécurité telle que vous l'avez évoquée, c'est la misère des Congolais. On aurait voulu voir des partenariats être signés, des compromis être pris entre les deux nations qui étaient valablement représentées, soit on doit le dire. Il est parti. On a eu tout simplement l'impression qu'Emmanuel Macron n'était venu en RDC que pour participer à un concert des Fally Ipupa, parce que c'est ce qu'il a le plus arrangé. Nous avions dit, même avant son arrivée, qu'il n'a jamais servi les intérêts des Congolais, autant que les Français pensent qu'il ne sert pas à leurs intérêts. Nous avions dit qu'il viendrait pour ne rien faire. Il a voulu jeter la poudre aux yeux des Congolais en amenant dans sa délégation, je pense, des 150 ou 150 investisseurs. Ils sont venus tels qu'ils sont partis. J'avais dit aux gens que si ces gens venaient pour investir, à partir de l'Europe où ils étaient, ils auraient chacun dit, voilà, en arrivant en Afrique, en arrivant en RDC, nous allons investir dans tel domaine, ça aura tel impact social, ça créerait autant d'entreprises, ça créerait autant d'occasions d'emploi pour les Congolais. Ne l'ayant pas dit à partir de la France, c'était clair qu'il ne ferait rien en RDC. La situation sécuritaire, elle est restée la même. Je dirais même qu'elle a régressé, parce que vous savez que quand des citoyens attendent des mesures fortes venant des autorités, les Congolais attendaient. Quand je parle des Congolais, je vois plus ceux qui vivent dans les zones où sévit l'insécurité. Ils attendaient des grandes mesures venant de la rencontre d'Emmanuel Macron et de M. Félix Tshilombo. Mais ça n'a pas été le cas. Sans surprise pour nous, parce que nous savons que ce sont des dirigeants qui ne servent pas à l'intérêt des populations. Est-ce que vous estimez que la France serait en train de tergiverser dans la prise de sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC? Absolument, mais quelque part, ils donnent des raisons que je ne justifie pas, mais des raisons qui sont qu'on peut expliquer. Quand ils vous disent que en RDC, il n'y a pas de stabilité, il n'y a jamais eu de stabilité sur le plan de l'administration, sur le plan de l'intégrité territoriale, de la souveraineté. Mais est-ce qu'on peut les contredire sur ces points? Ça veut dire qu'ils ont trouvé un alibi, mais un alibi qui tient. Qu'est-ce que le président Tshisekedi est ici en train de faire pour mettre fin à cette insécurité?
vous savez qu'il avait donné une raison comme quoi l'embargo ou la procédure des notifications d'achat d'armes posait un problème, si bien qu'il ne savait pas acheter d'armes qui pouvaient lui permettre de contre-attaquer ou de défendre l'intégrité territoriale. Après la levée de cette mesure, madame, est-ce que vous avez senti l'évolution dans la prise en charge de la question sécuritaire à l'est de notre pays? Rien. Ça veut dire que nous avons des dirigeants qui ne font absolument rien. À partir de ce moment, s'il y a ceux qui devraient nous accompagner, notamment la communauté internationale, notamment la France, ils trouvent un alibi. Et comme ils ont un intérêt à défendre plutôt nos agresseurs, ils se justifient en disant, voilà, on devrait vous accompagner, mais vu tel aspect, voilà que vous n'êtes pas organisé, voilà qu'il y a de la corruption dans votre pays, il y a du tribalisme à outrance, il y a une population qui est dans la misère accrue, on ne vient pas vous soutenir, ils trouvent une raison. Alors, est-ce que vous donnez raison à la France qui dit que la RDC devrait d'abord trouver des solutions en interne avant d'en demander à la communauté internationale? Ce n'est pas question que la France a raison de le dire. Mais en même temps, je dis que c'est ce qui doit être, madame. On ne peut pas vivre dans un pays où le président Joseph Kabila, qui a cimenter la démocratie dans notre pays, parce que c'est sous son régime qu'on a commencé à aller à des élections démocratiques. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut reprocher au processus, mais au fur et à mesure, ces processus devraient évoluer. Au moins, il y a eu un début. Mais après, il occasionne l'alternance, mais il est totalement mis hors cadre politique dans ce pays. Vous voyez comment dans d'autres pays, les anciens chefs de l'État, d'autres pays africains et de l'Afrique noire, d'autres anciens chefs d'État, ils participent activement à la vie de la nation. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ça présente une insécurité pour tout celui qui viendrait soit investir, soit accompagner les Congolais. Ils pensent que ça ne va pas au Congo. Ça doit changer. Vous verrez que de manière automatique, on aura des partenaires et on signera des partenariats fiables. Alors pourquoi est-ce que l'ancien chef d'État congolais, lui, ne s'implique pas dans des questions de sécurité du pays? Mais comment il devrait s'impliquer? D'abord à travers son parti, à travers sa famille politique. Les lois de la République qui sont constamment violées par ceux qui dirigent, qui ne permettent pas à Joseph Kabila d'agir d'une manière ou d'une autre. Parce au-delà du fait que c'est un ancien chef de l'État, c'est un acteur politique, il a une famille politique, il a un parti politique, mais quand vous faites du mal à son parti, à sa famille politique, vous ne le placez pas dans les conditions d'agir convenablement en vue de l'intérêt de la nation. Mais s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est plutôt M. Tshilombo Tshisekedi, ce n'est pas Joseph Kabila, parce que nous exigeons les conditions favorables pour son implication. Et ces conditions favorables doivent être mises en place par qui? Mais justement par le président de la République. Posez-lui la question, pourquoi il veut constamment empêcher le président Kabila à poser des actes en faveur de la République. Alors, Madame Arlette Odia, avant même de poser mes questions, mais j'aimerais rester sur la question de Madame Tania qui voudrait à ce que Kabila puisse au moins se prononcer. Mais moi également, je voudrais bien cela puisse arriver. Pourquoi? Parce que c'est une personne ressource. Il détient beaucoup d'informations par le simple fait qu'il a fait plus de 18 ans à la tête de ce pays. Il a des informations sur des questions sécuritaires. Vous êtes de son parti politique. On vous voit souvent dans des médias en train de critiquer ce vrai, mais apporter également des propositions. Pourquoi lui ne le ferait pas? Même si c'est Tshisekedi qu'on doit poser à Tshisekedi qu'on doit poser la question, pourquoi lui ne le ferait pas au moins une proposition pour qu'on puisse savoir au moins ce qu'il détient comme secret sur des questions liées à la sécurité à l'Est? Votre question est bonne. Il faudrait qu'on y aille par des illustrations. Vous êtes sur une avenue, vous êtes voisin
à quelqu'un. Et les problèmes qui touchent votre voisin peuvent aussi vous toucher parce qu'on dit en français qu'on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Très bien. Et quand votre voisin est attaqué, admettons, mais au même moment, ce voisin avait tabassé vos enfants pendant la journée, même si vous avez la volonté d'aller à son secours, vous aurez du mal à les faire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait à Félix Tshisekedi pour qu'il subisse de sa part la transhumance à outrance, qu'il détruise son parti politique tel qu'il l'a fait, qu'il détruise sa famille politique telle qu'il l'a fait. Vous savez, la famille politique et le parti politique, c'est ce qui constitue aussi la force d'un acteur politique. Et quand vous détruisez la famille politique de Joseph Kabila et son parti politique, voire même sa famille, vous savez comment l'honorable Zoé Kabila a été traité par le régime de Félix Tshilombo. Mais comment vous voulez attendre que le président Kabila soit dans les conditions d'accompagner la gouvernance dans notre pays? Demandez plutôt à ceux qui sont au pouvoir de respecter les droits et les devoirs, de respecter les droits des uns, de respecter les devoirs qui leur sont assignés par les lois de la République. Vous verrez que les choses marcheront comme sur des roulettes. Moi, je ne vais pas entrer justement sur le traitement de la famille biologique, là c'est privé, mais restons un peu sur la famille politique parce que vous avez ici évoqué la transhumance de certains de vos membres. Madame Arlette, vous êtes fidèle à Kabila, vous n'avez pas voulu céder à une quelconque corruption. Est-ce que le problème est au niveau de Tshisekedi ou le problème est au niveau de la personne, de l'homme politique qui voudrait qui voudrait bien changer de camp pour obtenir, c'est pas moi, de bien? Est-ce que c'est le problème de Tshisekedi à ce stade? Bien sûr que c'est lui le problème. Le président Kabila qui a dirigé pendant 18 ans, vous savez, que sa conclusion était de dire qu'il y avait encore beaucoup à faire pour que l'homme politique congolais change, qu'il devienne consciencieux, qu'il soit un homme de conviction. C'est ce qui manque pour le décollage de notre pays. Pendant que je vous parle, il y a plusieurs pays de l'Afrique noire qui sont développés. Quand vous allez au Sénégal, vous allez en Tanzanie, vous allez en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que la présentation de l'aéroport, les routes qui sont construites, telles que la ville se présente, vous direz que nettement la RDC est en retard au rendez-vous du développement. Mais non, est-ce que cet acteur politique a changé? Il n'a pas encore changé. Pendant que on fournissait où on devrait fournir les efforts pour que cet acteur politique change, il y a un dirigeant qui vient, qui présente des moyens, qui présente des opportunités politiques, qui dit voilà, en ce moment, on ne va plus respecter la Constitution. On va pas dissoudre l'Assemblée nationale, mais on va tout simplement débaucher au sein de la famille politique de Joseph Kabila. On voit un dirigeant qui vient vous dire qu'à partir de ce moment, la Cour constitutionnelle, donnez-nous un arrêt qui va permettre aux députés de changer des familles politiques, de créer des partis politiques en cours des législatures. Et avec la classe politique qui devrait encore se façonner, vous comprenez comment nous sommes en train de souffrir de ces antivaleurs. Macron parle de la souveraineté. Est-ce que Madame Arlette Odia, le problème n'est pas à l'interne, parce que lorsqu'il a évoqué la souveraineté, il a évoqué également les élections de 2018 où il est revenu sur le compromis en africaine. Est-ce que le problème n'est pas en interne, Madame Arlette, qu'on puisse d'abord organiser des bonnes élections, qu'on puisse nous donner de présidents qui seraient déjà en interne ici en République démocratique du Congo crédibles, également crédibles au niveau externe, et cela pourrait justement faire en sorte que notre voix puisse être bien entendue. J'ai retenu quelque chose dans le propos du président Macron, quand il dit que les concepts compromis à l'africaine n'étaient pas en soi péjoratifs. Je pense que ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux parce que le président Kabila en soi, c'est un nationaliste. C'est un panafricaniste. Il était en face des opposants qui comptaient sur l'Occident. Et lui, en tant que président de la République, ayant été président de la République pendant 18 ans, il savait les dangers que court une nation dont les dirigeants recourent à l'Occident. Enfin, cet Occident voudrait
maintenir l'Afrique dans son ensemble et la RDC dans cet état de père à enfant, tel que l'a dit Félix Tshisekedi, le paternalisme, voilà. Mais non, il a voulu que celui qui va le succéder au trône, compte le plus sur les Congolais que sur les étrangers. Est-ce que cette démarche était mauvaise? Je ne pense pas. On condamnerait Joseph Kabila si les gens de compromis devraient aboutir à son maintien au pouvoir. C'est ça le problème. Mais ces gens de compromis pouvaient justement satisfaire la population, parce que vous êtes sans ignorer qu'après ces élections, il y avait d'une part une partie de la population qui n'était pas d'accord avec le résultat, également certains politiques, et surtout avec la dernière sortie médiatique du président de la CENI qui dit qu'il était dans le premier loge. Est-ce que vous pensez que ça cache quelque chose, les élections de 2018? Je pense que vous avez déjà oublié qu'au jour de l'investiture du président Félix Tshilombo, il y avait de l'enthousiasme un peu partout. Parce que ceux qui avaient voté pour Martin Fayoulou, dans une certaine mesure, ils attendaient aussi l'alternance. C'est la déception qu'a amené le régime de Félix Tshilombo qui aujourd'hui pousse les Congolais à s'énerver, qui pousse les Congolais à ne pas comprendre le pourquoi de ce compromis. Si Félix Tshisekedi était resté dans la logique de servir la République sans se fier aux partenaires extérieurs ou en se fiant moins aux partenaires extérieurs, je vous dis que le Congolais serait un peuple le plus heureux. Grâce à cette alternance, beaucoup de pays africains rêvent de l'alternance démocratique, de l'alternance politique. Mais ils ne les trouvent pas. Nous avions vécu cela. C'est le dirigeant d'aujourd'hui qui nous ont fait manquer. Souvenez-vous que le président Fayoulou avait dit qu'avant la publication des résultats, le président Kabila l'avait contacté. Retenez par là que si compromis il y avait, ça aurait profité aussi bien à Félix Tshisekedi qu'à Martin Fayoulou. Mais on ne sait pas pourquoi lui avait fermé les portes. C'est ainsi qu'aujourd'hui il n'a que ses yeux pour pleurer. Mais c'est déjà derrière nous. C'est derrière nous. Nous devons militer pour qu'aux prochaines élections, qu'on ait des dirigeants qui soient purement africains. Très bien. Alors, j'ai retenu que le président Félix Tshisekedi a, au cours de son échange avec le président français, en quelque sorte recadré le président français au sujet du paternalisme. Il a suggéré est-ce que l'Afrique soit considérée comme étant des partenaires et non avoir un regard paternaliste envers le pays africain. Vous n'estimez pas que le président, il a dit haut et fort devant, je dirais, le monde entier? Madame, je vous ai dit que c'était du spectacle. Parce que dans ces genres de forums, les paroles seules ne suffisent pas. Il faudrait que ça s'accompagne avec des actes concrets. Quand on a un président qui, bien sûr, qu'il a le courage de le dire parce qu'il a vécu longtemps en Europe, il est dans les milieux des Européens et Emmanuel Macron, déjà lui-même, vous savez ce que les Français pensent de lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus s'amuser que travailler. On l'a vécu ici, même en RDC, il était, comme je vous l'ai dit, il était venu pour les concerts des Fally. Donc c'était bien facile pour le président, notre président, de lui tenir ce propos. Mais les Congolais veulent beaucoup plus de ce qui est rentable. Posons des actes qui vont amener aux Occidentaux de comprendre que l'Afrique, c'est un partenaire. Ce n'est pas un fils qu'il faut continuer à diriger. Le président Kabila y est parti par des actes concrets. Il a organisé des élections sans le financement de l'Occident. Ça, ce sont des actes concrets. Il a organisé la révision du code minier contre les intérêts des Occidentaux. Ça, c'est des actes concrets.
qui démontre que l'Afrique voudrait sortir de ce paternalisme. Donc comprenez que avec le président RD congolais, c'était tout simplement des paroles sans contenu. Qu'est-ce que vous reprochez à Tshisekedi de son discours? Mais bon, c'est un discours qui ne va déboucher à aucune solution. C'est ça le problème. Ça a été un discours vide des contenus. Le contenu, c'est les changements que doivent vivre les Congolais. Emmanuel Macron est parti, ça doit faire maintenant 2 jours. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement quelconque? Le pape François était ici. Il a même fait 4 jours. Il a demandé aux dirigeants de favoriser la tenue des élections inclusives. Il a demandé aux dirigeants de se servir du pouvoir pour faire du bien aux Congolais. Il y a des politiques qui sont en prison, à cause de leurs convictions politiques. Mais après le départ du pape, est-ce que ces Congolais ont été libérés? Le président Tshisekedi a dit à Genève qu'en RDC, il n'existe pas des prisonniers politiques. Mais c'est faux, madame. C'est quoi un prisonnier politique? C'est celui qui est condamné dans une affaire où le président de la République est partie victime. Quand on poursuit Jean-Marc Kabound pour outrage, on poursuit Jimmy Kitenge de notre parti pour outrage, on poursuit Mardambe Bilingano pour outrage. Dans l'infraction d'outrage au chef de l'État, la partie victime, c'est le chef de l'État. Et dans ces genres de procès, les magistrats ont des mains liées, quand bien même ils ont la volonté de bien administrer la justice. Mais quand ces gens de citoyens sont en prison après le passage du pape, ça veut dire que les passages de toutes ces autres de la République ne changent rien dans la vie de la nation. C'est ainsi que je vous dis que ça n'avait été que du spectacle. Des prisonniers pour outrage au chef de l'État, diront. Mais bien sûr, pour outrage au chef de l'État, la victime dans ces genres de dossiers, c'est le président de la République. Sous le régime de Joseph Kabila, on n'a pas vu ce genre de procès. On n'a jamais vu un Congolais être condamné par une décision de justice pour outrage au chef de l'État sous la gouvernance de le régime de Joseph Kabila. C'est scandaleux, c'est spectaculaire que avec Félix Tshisekedi qu'on vive ces genres d'événements. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est de dire du haut de la tribune de Genève qu'il n'existe pas de prisonniers politiques alors qu'il y en a, et chaque jour qui passe, il y en a davantage dans nos prisons. Puisque vous avez fait ce parallélisme au sujet de prisonniers, je me permets quand même d'y entrer également en disant que sous le régime de Joseph Kabila, nous avons vu les arrestations de journalistes, la fermeture de presse, de médias, chose qui n'existe presque plus dans ce régime. Il faudrait évoquer le cas de l'ADR. De Félix Tshisekedi. Madame Tania, une chose est d'arrêter, une autre est de condamner. Pendant la période d'arrestation, ça veut dire que le dossier est au niveau du parquet. Et la loi, qui est le code d'organisation et de compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'article 70, consacre le pouvoir d'injonction du ministre et de la Justice sur les magistrats du parquet. Ça veut dire qu'avant que l'injonction du ministre et de la Justice faite au parquet de libérer des prisonniers politiques, l'affaire est supposée ne pas être à la connaissance de l'autorité politique. Mais quand on va jusqu'à condamner, ça c'est tout à fait autre chose. Les décisions de justice, elles sont exécutées au nom du chef de l'État. Ça veut dire que c'est en son nom que ces gens sont en prison. C'est tout à fait autre chose. Citez-moi un seul procès, pas deux, un seul procès où un Congolais a été condamné pendant le régime de Joseph Kabila pour outrage au chef de l'État. Il n'y en a pas. Mais sous le régime de Félix Tshisekedi, il y a des milliers d'acteurs politiques dans ces prisons qui sont condamnés pour outrage au chef de l'État. Et c'est spectaculaire, madame, que l'on dise qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Si le dire
voudrait annoncer la volonté du président Tshisekedi de faire libérer ces prisonniers, alors on attend leur libération, on va évoluer. Les Congos nous appartiennent tous, servons-le, certains dans l'opposition, d'autres dans la majorité, pourvu que les droits et les devoirs des uns et des autres soient respectés. Très bien. Alors, parce que nous sommes en train de parler de l'agression de la RDC au regard de l'échange entre les deux chefs d'État français et congolais, est-ce que vous pensez que le retour, ou je dirais la solution à l'agression de la RDC par le Rwanda doit nécessairement passer par des sanctions, ou il faut carrément trouver des solutions en interne pour y remédier? C'est pas deux choses qui se repoussent. Trouver la paix à l'est du pays ne repousse pas la possibilité des sanctions. Mais en ce moment, qu'est-ce qui est prioritaire? Sécuriser le territoire, défendre le territoire, donner la paix à ces Congolais qui, injustement, n'ont plus cette paix, madame. Je pense que nous avons un régime qui ne sait pas définir des priorités. Il vous parle des sanctions contre le Rwanda, c'est bien. Mais est-ce que ça passe avant la paix dans notre pays? Il faut que les actes soient posés d'abord en vue du retour de la paix dans les deux provinces sous état de siège. En l'occurrence. Mais en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, passer à l'offensive. Oui, mais il faut d'abord écouter aussi la société civile. Madame, notre constitution dit que l'état des sièges, c'est une mesure temporaire. Pourquoi? Parce que les militaires ne sont pas des hommes politiques. Les militaires ne peuvent pas indéfiniment diriger les provinces. Ça crée une méfiance entre la population et ceux qui dirigent, c'est-à-dire les gouvernements militaires provinciaux. Ça crée une méfiance entre la société civile et les dirigeants militaires. Ça pose aussi un frein dans la recherche des solutions pour la stabilité de ces zones à conflit. Il faut qu'il lève d'abord l'état des sièges pour permettre à l'administration civile de reprendre les choses en main. À partir de ce moment, vous verrez la société civile s'activer, vous verrez l'opposition s'activer et on va commencer progressivement à trouver les solutions aux problèmes de sécurité dans notre pays. Est-ce que l'état de siège a impacté positivement ou négativement l'insécurité dans la partie Est? C'est négativement, madame. Quand on prend une mesure politique en disant aux Congolais que ce serait le coup de bâton magique qui apporterait automatiquement la solution. Et un an plus tard, il n'y a pas de solution, ça veut dire que c'est un échec. Ça a impacté négativement. C'est pour cette raison que nous disons que cet état de siège doit être levé parce que ayant démontré ses limites. Alors sur le plan diplomatique, qu'est-ce que la RDC va gagner le jour suivant de la visite d'Emmanuel Macron? Je vous ai dit que c'était un spectacle de mauvais goût. Il n'y a rien à attendre de cela. Le forum économique a vu lieu après la conférence de presse. Je vous ai dit que le forum économique devrait être précédé par des signaux forts qui devraient nous permettre de comprendre que ces gens sont vraiment venus investir. Ça fait 4 ans que le régime actuel a commencé, qui nous ont dit qu'ils étaient à la recherche des investisseurs ça et là. Et ces investisseurs ne sont pas arrivés. Justement parce qu'il y a encore de l'insécurité, il y a le climat des affaires qui est tendu, qui n'est pas apaisé, il y a l'instabilité de notre monnaie, il y a tout ces tas de problèmes qui n'ont pas permis hier aux investisseurs de s'installer. Aujourd'hui et demain, si ces problèmes ne sont pas résolus, les investisseurs ne viendront pas. Et les forums économiques, ce sera tout simplement quelque chose de vide de contenu. Alors, Madame Arlette Odia, vous avez dit que Macron n'était venu que pour participer au concert de Fally Ipupa. Est-ce que, parce qu'au début,
il y avait de Congolais, lorsqu'on avait annoncé son arrivée, sa tournée africaine, en RDC il devrait venir, il y avait de Congolais qui avaient manifesté contre son arrivée ici, à l'ambassade de la France. Macron est venu tardivement, c'était simplement peut-être une stratégie pour échapper, pour éviter à ce que son cortège ne puisse être agressé par ceux-là qui ne voulaient pas qu'il vienne. Macron quand même est venu, ils ont échangé, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais on l'a vu apparaître tardivement dans une des communes ici de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pour Macron de pouvoir laver simplement son image vis-à-vis de tout ce qu'il pensait que lui n'était pas le bienvenu en République démocratique du Congo? C'est pour cela que je dis il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Il était venu pour le concert. Il a participé à ce concert. Il a communié avec nos compatriotes de la commune des Bandalungwa. Bon, c'est pour ça qu'il était venu. Il n'y a rien d'autre à dire. Par contre, est-ce que c'est une faiblesse pour notre pays que ces scénarios puissent se passer, d'autant plus que le monde sait que la République démocratique du Congo est agressée? Est-ce que vraiment le gouvernement congolais devrait laisser cette occasion que ça puisse se réaliser comme ça, au vu aussi de tout le monde? Le gouvernement congolais n'a pas seulement laissé l'occasion à la tenue de cette activité, il y a participé. Il y a le porte-parole du gouvernement qui a accompagné le président Macron dans ce bistrot. Ensemble, ils ont bu, ils ont fêté, ils ont fait des photos selfies. C'est un message à l'ensemble de la communauté tant internationale qu'internationale, tant nationale qu'internationale, qu'au Congo, on ne souffre pas. C'est ainsi que je vous dis que ces gens ne sont pas là pour trouver la solution au problème du Congo. Monsieur Alingete l'avait dit une fois aux États-Unis que bon, Bunagana, c'est à 2 km, à 2000 km de Kinshasa, tout ce qui se passe là-bas, ça n'a aucune incidence sur la vie des Congolais dans d'autres villes, surtout à Kinshasa. Ils prennent à la légère la question sécuritaire. Ça n'étonne pas les esprits avisés de voir ces gens ces genres de photos. Alors, parce que Macron soutient justement le processus de paix de Nairobi et de Kenya, est-ce que vous pensez que son arrivée pourrait peut-être changer quelque chose sur des questions sécuritaires, ou alors son arrivée n'est qu'une occasion pour Félix Tshisekedi de pouvoir montrer que parce qu'aujourd'hui il est président de la République, la République démocratique du Congo est remise dans le concert des nations, comme aime bien le dire. Aujourd'hui tout le monde parle de la RDC, le pape est venu, aujourd'hui c'est le président Macron. L'arrivée de Emmanuel Macron dans notre pays ne va rien apporter, ne va rien changer. Je l'ai expliqué. Mais ça aurait dû changer. Pourquoi? Parce que la France participe au Conseil de sécurité, n'est-ce pas? S'il est un membre influent au sein de la communauté internationale, on pouvait bien capitaliser cette venue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que ni l'un, ni l'autre des deux, et Emmanuel Macron et Félix Tshilombo, n'avaient à l'esprit la recherche des solutions aux problèmes des Congolais. C'était pour faire des photos, c'était pour montrer à l'image du monde que voilà, j'ai fait déplacer Emmanuel Macron, il est au Congo. Vous savez, quand le pape François est arrivé, le secrétaire général de l'UDPS a dit, par le simple fait que le pape arrivait, c'était un bilan positif pour l'UDPS, ça veut dire. Est-ce que le fait que Macron soit passé dans notre pays, est-ce que c'est encore un bilan positif pour Tshisekedi? C'est malheureusement un bilan négatif parce que, comme je vous l'ai dit, au moment où sa venue avait été annoncée, il y avait nos compatriotes qui vivent dans les zones à conflit qui attendaient quelque chose. Et son départ, qui n'aura pas apporter des changements, ça va beaucoup,
ça va beaucoup décevoir ces Congolais. Alors, Madame Arlette Oudia, je termine par là pour remettre la parole à Madame Tania. Est-ce que Tshisekedi n'est pas simplement victime des accords que Kabila aurait signés avec le M23 en 2013, parce qu'on nous aurait appris que Kabila avait, l'armée congolaise à l'époque de Kabila avait défait les M23, mais d'autres sources nous disent qu'il y avait des accords signés avec le M23. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi n'est pas simplement victime des accords que Kabila avait signés avec le M23? D'abord, quels sont ces accords? Et s'ils existent, ça veut dire que vous sous-estimez la personne du président de la République. Quels sont ces accords qui peuvent être signés par un prédécesseur que les successeurs ne peuvent pas résilier ou ne peuvent rompre? Ça n'existe pas. Si, puisqu'ils le disent, il y a eu des accords entre Joseph Kabila et le M23, aujourd'hui que Joseph Kabila n'est pas président de la République, mais Félix Tshisekedi n'a qu'à aller les résilier et passer à autre chose. Vous verrez que quand nous allons reprendre les pouvoirs, nous allons résilier tous les accords signés par le président Tshisekedi qui n'auront pas de l'incidence sur l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Alors, messieurs, dames, nous sommes arrivés carrément à la fin de cette émission. Vous étiez en train de suivre la CML chez vous. Nous avons reçu pour vous Maître Arlette Oudia, présidente du CEDUC, parti affilié au PPRD. Et la toute dernière question, Maître Arlette, est celle de savoir, l'Union européenne annonce la mise en place d'un pont aérien humanitaire vers Goma pour aider les populations, disons, de l'Est en proie aux groupes armés. Votre appréciation? Mais notre appréciation, c'est que on n'a pas suffisamment d'éléments pour donner un avis. Et comment on devrait faire pour avoir ces éléments? C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Le FCC a des députés. Et ces genres de questions se discutent au sein de l'Assemblée nationale. Mais quand nous avons une Assemblée nationale qui est devenue une caisse de résonance, qui ne fonctionne plus normalement, et avec des députés visiblement du FCC, mais pratiquement rachetés en majorité par le président Tshisekedi, ça fait que les partis politiques n'ont pas le retour, n'ont pas les échos de l'Assemblée nationale, et nous vivons comme dans un enfer. Donc, quand on aura suffisamment d'éléments sur cette question, soyez sûrs que nous donnerons notre position. Alors, on peut dire que ces députés n'auraient pas dû être rachetés par l'UDPS, d'autant plus que l'ancien président Joseph Kabila s'est plaint de n'avoir même pas 5 personnes autour de lui qui pourraient lui aider à mieux faire les choses, et que ce sont des personnes qui aujourd'hui travaillent dans la majorité, disons, dans l'Union sacrée, raison pour laquelle il ne laisse pas place à un changement quelconque. C'est pour cette raison que j'avais dit dès la naissance ou la création de l'Union sacrée que c'était une structure politique qui viendrait tout simplement détruire le pays, qui a déstructuré le pays. Aujourd'hui, nous avons un pays totalement déliquescent parce que la loi n'est plus respectée, la Constitution, elle est mise en veilleuse. Aucune institution ne fonctionne normalement. Et la conséquence, elle est logique. C'est l'État qui ne fonctionne pas et c'est les Congolais qui en payent le prix. Très bien, l'émission est arrivée à la fin. Un mot de la fin de votre part? D'abord, un heureux mois de mars, un bon mois de mars à toutes les femmes. Le thème de cette année, je pense qu'il tombe à pic quand on parle de digital. Aujourd'hui, on voit les femmes s'élancer vraiment dans les digitales telles que TikTok, telles que Facebook. Les femmes qui étaient hier dans la timidité, elles peuvent aujourd'hui créer des concepts, des petits concepts comme ça sur les médias. Ça veut dire qu'on peut capitaliser pour toutes ces énergies, enfin, de les rendre vraiment utiles à la société. J'appelle aussi l'ensemble du peuple congolais de faire confiance en cette opposition politique. Nous faisons le travail pour tenir en échec tous les dirigeants qui voudront
faire reculer la République de plusieurs années et il n'y a aucun doute que nous allons y parvenir. Merci beaucoup. Alors, heureux mois de mars, comme l'a dit, de commémoration de droits de femmes, comme venait de le dire tout à l'heure Maître Arlette Oudia. C'est chez vous d'aujourd'hui est terminé. L'émission a été co-présentée avec Nathan Kianda, à qui je dis merci. Merci Tadia, merci Madame Arlette. C'est à moi de vous dire merci. Merci. Je rappelle que Maître Arlette Oudia est présidente du CEDIC, parti affilié au PPRD, mais aussi elle est cadre au sein de PPRD, le parti politique cher à Joseph Kabila Kabange. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore de réitérer votre confiance à la chaîne de l'excellence ML13 Télévision. On se retrouve comme ça demain pour un nouveau numéro et un nouvel invité. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.